Salut les néo-autonomistes. Nous nous attaquons à un gros chapitre sur les enduits intérieurs à la chaux. Noël, Pierre et Coco nous partagent leurs secrets afin de transformer votre maison en un petit paradis pour un prix défiant toute concurrence. Du sain et naturel pour rénover votre maison, c'est la belle promesse de ce reportage qui vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Nono, tu nous emmènes dans un endroit historique pour plusieurs choses. Déjà de par la personne qui refait ça et parce qu'on est déjà venu là. On va parler des enduits aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous développer un peu plus sur ce qu'on va apprendre cette prochaine heure? Alors, on est venu il y a à peu près 8 mois, 1 an avec Brian et on a montré l'ouverture du chantier, toutes les préparations, toute la partie secondes œuvres et grosses œuvres. On en reparlera un chouïa pour les... Voilà, carrément. Et là, le but du reportage qu'on fait avec Brian cette fois-ci, c'est de vous montrer les enduits de finition et le correcteur thermique à base d'enduits chanvre. On développera dedans tout ce qui Voilà, est... donc si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la vidéo des enduits avec le badigeon à fresco et tout, on est revenu chez Pado, Pierrot, mon apprenti d'il y a 20 ans, notre premier apprenti, qui réalise sa maison et les travaux chez lui. Donc je vous invite à venir voir, allez viens, on va aller voir. Je me rappelle, alors l'extérieur n'a pas été fait, mais tu avais expliqué pourquoi il y avait eu une détérioration de l'extérieur. Ouais, donc là on est sur un bâti qui a été fait avec du sable de carrière, avec des pierres, donc c'est un bâti qui a à peu près 70-80 ans. Okay. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de parties qui sont prêts à refaire. Donc l'enduit extérieur n'a pas été fait, mais si vous pouvez constater, les menuiseries ont été posées. C'est quoi comme bois ça, Nono? Donc c'est du châtaignier, c'est fait par une petite entreprise du pays qui refont des menuiseries à l'ancienne. Donc on est vraiment sur un pur produit pas artisanal, semi-industriel, mais on a vraiment un qualitatif exceptionnel. C'est quoi, excuse-moi, Nono, semi-industriel? Alors il faut que tu nous traduises. Il y a les industries, donc tout le monde connaît, la Paire, les autres et tout. Ici, les gens qui ont réalisé ces menuiseries, c'est vraiment une petite entreprise du pays qui a créé, comme on avait à l'époque, ça veut dire ils sont à un niveau qui ne sont pas industriels, c'est pour ça que je parle de semi-industriels, mais qui ont réalité de faire des menuiseries de qualité avec de bois de pays et dans les règles de l'art. Donc franchement, c'est du haut de gamme. Ouais, franchement, on est sur des produits de haut de gamme parce que le bois qui a été utilisé, c'est du bois de qualité et de pays. Deuxièmement, le double vitrage ou le triple vitrage qui a été utilisé, c'est vraiment de la qualité. Et quand vous achetez des menuiseries, ce qui est important aussi, c'est toute la quincaillerie qui va avec. Donc les triples points, les fixations, les poignées. Donc là, on est sur un vrai produit. Pour moi, on est sur la menuiserie à l'ancienne, fait par le monde moderne. Le meilleur des deux mondes presque. Ouais, donc en fait c'est des personnes qui ont réuni le savoir-faire à l'ancienne et qui l'ont modernisé à l'époque actuelle. Donc si vous avez un choix à faire à une menuiserie, quand même essayez de trouver autour de chez vous des personnes qui sont capables aujourd'hui de réaliser des menuiseries de qualité. Toi qui connais un peu tout, Nono, là-dessus, entre un menuisier et bricot-pipeau, je balance pas de nom. Est-ce qu'on s'y retrouve ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors ça nous donne un comparatif. Donc si vous devez faire un comparatif pour menuiserie, vous pouvez quand même demander à la Paire, les autres, je suis désolé de citer des personnes. Bon, on en cite plein, voilà. Mais ça vous permet d'avoir un équilibre de tarifs. Nous, on a le privilège dans le pays où on est d'avoir encore des personnes qui produisent des menuiseries de qualité. Et quand je dis de qualité, c'est carrément de haute qualité. Donc vous pouvez le voir aujourd'hui, on a vraiment des menuiseries qui sont dans le respect. Donc on a une anse de panier, on se retrouve avec les petits vitrages et tout le reste. Et surtout, on a vraiment au niveau quincaillerie, au niveau de la mécanisation, ça veut dire de l'ouverture, de la fermeture et de l'étanchéité, on a vraiment une qualité supérieure. Je peux vous dire aujourd'hui que
mon ami, mon apprenti et frère de longues années, a acheté aujourd'hui des menuiseries au même prix que les industriels, mais avec une qualité 2 fois supérieure. C'était un peu orienté Donc ma question. n'oubliez pas qu'autour de chez vous, peut-être, vous pouvez trouver aussi des ateliers qui ont encore le respect du bien faire. Voilà. Nono, il fait un peu froid, viens on rentre. Allez parce bien, que- on va les voir. Et on est surtout sur les... Alors, aujourd'hui la vidéo ce sera vraiment les enduits intérieurs. Oui. Je pense que les gens, je mettrai des vidéos, des images de l'ancienne vidéo qui voient vraiment la différence en une année. Donc on est venu à peu près il y a 6 mois, presque 1 an, et vous avez visité, vous vous rappelez peut-être, tout ça c'était des solivages, et tous les murs étaient mis à nu, il n'y avait que le gobti. Donc là, on va vous montrer, on est presque à la finition. Donc ils sont en train d'enduire avec un stuc à l'intérieur. Ouais, non, ils sont en train de bosser. Mais ce que vous pouvez voir tout autour de vous, là, c'est le correcteur thermique. Donc on est vraiment sur l'enduit chanvre. L'enduit chanvre qu'on a parlé moult fois. Donc là, on le voit bien au niveau de l'électricité. On est vraiment sur une finition. Donc il y a à peu près 5 cm d'enduit chanvre. Et mon ami Pado, il a fait une finition sur l'enduit chanvre. Donc ce que vous voyez là, c'est la paille de chanvre. Et ça a été stuqué. Et c'est en finition. Alors stuqué, Nono, tu peux commencer à Stuqué, développer? ça veut dire qu'on a vraiment fermé, on a resserré le grain pour avoir quelque chose de lisse. À l'opposé de ce que tu nous avais dit sur l'extérieur. Voilà, donc on est à l'intérieur. Donc les enduits intérieurs n'ont rien à voir. C'est pas qu'ils n'ont rien à voir. Mais le but, c'est qu'à l'extérieur, on ouvre le support. Et à l'intérieur, on peut se permettre vraiment d'avoir des enduits fins. Donc on est là, donc venez voir, regardez. Là, on est sur un enduit de terre qui vient de la vallée du Taurus. On a parlé dans la dernière vidéo du sable qui était roux et qui venait de la vallée de Mazamet. Ils vendent aussi du sable, ils vendent aussi un enduit à base de terre. Regardez, on voit les grains de mica là, si vous observez. Ça brille. Voilà, donc en fait c'est un sable granitique qui a été érodé dans les collines et qui a été récupéré et qui a été mélangé avec de la terre. Donc pour un enduit de terre, on utilise au maximum 20% d'argile et tout le reste c'est du sable. Sinon on verrait des grosses fissures ici, des fissures de structure qui nous montreraient que notre densité d'enduit, là, la dernière fois qu'on est venu c'était une cloison plâtre. Voilà, donc tu étais là, on parlait d'une couche d'accroche. Mécanique et chimique. Voilà, donc la chimie, Montpado, je parle Montpado parce que c'est vraiment comme un frère. Il a utilisé une sous-couche, ils ont utilisé une sous-couche qui est vendue dans le commerce, donc qui permet vraiment de faire une couche d'accroche. On appelle une primaire d'accroche. Donc moi je vous ai parlé de la situation où on pouvait faire des enduits, une pré-couche qui nous permettait de enduire à la chaux sur du plâtre. Là, on a juste de la terre et du sable. Donc pour les enduits de terre, l'intérêt c'est que même si vous avez une argile chez vous et que vous voulez faire des enduits avec, l'important c'est amener du sable. Parce que la terre, l'argile, elle a un retrait au niveau de l'eau, que si on n'apporte pas suffisamment de sable dedans, on se retrouve dans une situation où notre enduit va se fissurer, on va avoir des microstructures, des micro-fissures dans l'enduit. Donc l'intérêt, c'est vraiment de couper au maximum pour une terre argileuse, c'est 20% d'argile pour 80% de sable. Regarde, un peu d'eau. Ah ben bien sûr, l'eau, mais l'eau, ça permet de mélanger la matière, de l'adhérer, mais on ne le compte pas dans le mélange. L'eau, c'est quelque chose qui va être mis dans le mélange pour permettre la mise en œuvre, mais qui va s'évacuer. Donc, au niveau coefficient, c'est juste le moyen de pouvoir mettre la matière en œuvre. Nono, je fais une petite aparté. Tu as reçu des centaines, voire plusieurs centaines de mails depuis nos vidéos, des personnes. C'est quoi les questions qui reviennent le plus? Les questions, je ne sais pas, mais en tout cas, la demande
des personnes, c'est vraiment de pouvoir accéder à ce niveau, ça veut dire de pouvoir travailler avec des matières naturelles, écologiques, économiques et de provenance locale. Donc on est vraiment dans le développement durable, on est sur quelque chose d'extra local. Les matières qui ont été utilisées autour de là, en tout cas pour les enduits, voilà, sont vraiment des matières locales. Nono, ça fait 25 ans que tu fais ça, tu parles de tout ça. Toi, honnêtement, tu appliques ces techniques depuis combien de temps? Eh bien, depuis 25 ans. Ah oui, vraiment, dès le début, tu as... Eh bien, parce qu'en fait, dès le début, on s'est vraiment imprégné de techniques et on a vraiment essayé d'éviter de passer par les industriels, et on est des artisans. Donc on n'est pas des monteurs de matière ou des poseurs de matière. Nous, on travaille la matière. Donc si vous voulez vraiment économiser sur votre chantier, faites les mélanges vous-même. Parce que là, je vous donne vraiment un secret. Entre le pot de stuc à 150 €, et si vous le faites vous-même avec chaud et poussière de marbre, ça va vous coûter, ça va vous coûter 15 €. Et je suis gentil encore. Ouais. Je compte l'heure de mélangeage. Voilà. Ah, punaise. La méthode que vous voyez, j'en ai parlé beaucoup. On est sur le principe du correcteur thermique. Et donc on est sur un mélange avec de la chaux aérienne, du chanvre et un agent pouzzolanique. Donc on est sur une matière qui est hydrorégulateur, qui est thermique, mais dynamique. Parce que tous les diblages aujourd'hui sont thermiques, mais ne sont pas dynamiques. L'enduit chanvre, lui, il est neutre. On va lui donner des calories, il va vous rendre des calories. Donc on est vraiment, pour toutes les personnes qui ont des bâtiments, des bâtisses bâties, je dirais, de plus de 100 ans, avec des murs entre 50 et 1 mètre, on n'a pas de problème de coefficient thermique, parce qu'en réalité, la masse isole. Par contre, le ressenti, il est hyper important. Donc là, on est sur un ressenti chaleureux. Donc l'effet de l'enduit chanvre, c'est qu'il y a beaucoup de chaud dedans. Et on ressentit, ici on le voit bien, la bâtisse, elle fait presque 100 mètres carrés. Et elle est chauffée juste avec 2 petits radiateurs, le temps des enduits. Et il fait déjà, allez, presque 20 degrés dans la maison. Voilà, il fait super bon. Donc on peut imaginer qu'on a vraiment l'enduit chanvre, c'est l'avenir. C'est vraiment le correcteur thermique, c'est vraiment l'enduit qui permet de corriger le ressenti dans une maison. Je vais faire gagner un peu de temps aux gens qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. Comment on en arrive, Nono, en bas, je me rappelle, il n'y avait pas de sol, il fallait enjamber. Alors là, on était sur un solivage ouvert. Donc là, je vais tirer un peu les bâches et vous montrer. Donc là, on est sur un parquet châtaignier, sur un solivage bois. Donc, il y a un caisson, il a été rempli par... combien de centimètres, pas d'eau, là? 25. Il y a 25 de chanvre en vrac qui ont été posés dans les caissons. Okay. Et il s'est permis, vous le voyez, il y a du travertin qui a été posé directement sur un solivage bois. Comment on passe du solivage bois au travertin? Eh bien là, pour une fois, on utilise la technologie. Donc aujourd'hui, il existe des colles qui nous permettent de coller du parquet, en tout cas de coller sur une plaque de bois, des travertins ou du carrelage. Bon Nono, qu'est-ce que tu veux nous montrer alors? Alors là, on est là, ben tiens, il y a Juan Carlo, Coco, qui est venu, qui a déjà été avec nous sur les colombages à l'archipel. Eh oui, voilà. Tu sais quoi, attends, juste je vais te charrier Coco, je le dis en direct. On m'a parlé par mail de ton torse nu, il faut que j'évite de te mettre en torse nu quand il fait beau. Non, mais je te jure, là, YouTube va censurer et tout. Voilà, et après il y a Pado, voilà, Pierrot qui était... Pado, on avait déjà parlé que tu étais parti en Amérique du Sud, pour te dire que je me rappelle, il y a 1 an déjà. Tu étais parti en Amérique du Sud, sauf que là, tu n'appliques pas du tout les techniques terre que tu avais apprises. On est plus sur le chanvre. Rappelle-nous, ça fait combien de temps que vous appliquez ça avec Nono? Toi, de ton côté, Nono, 25 ans, mais toi, combien de temps que tu y es? Eh ben, quasiment 20 ans maintenant. Ah ouais. Pareil, parce que j'ai commencé, j'avais 14 ans avec Nono. Ouais, je me rappelle. Quasiment 20 ans. Et alors moi, ce que je trouve fou,
c'est que quand tu as visité ça, moi je me serais jamais projeté. Toi, tu savais déjà plus ou moins ce que tu allais faire Ouais, quand même, ouais. Ouais, étant du métier, je savais un peu où j'allais. Après, comme toute rénovation, il y a des surprises, quoi, c'est clair. C'est quoi une mauvaise surprise, par exemple, quand tu t'y attends pas? Ou des surprises ou des choses qu'on veut pas avoir. On va dire, en étant du métier, je m'en doutais un peu, mais par exemple, ici, j'ai refait l'intégralité de la toiture. Ouais. Parce que c'est une maison qui a été faite pendant la guerre, avec 43. Et du coup, il y avait la toiture, la charpente avait été sous-dimensionnée, quoi. C'est quoi sous-dimensionné? C'est niveau isolation? Non, au niveau des sections. Voilà. Au niveau des sections de bois, était vachement sous-dimensionné. Je pense qu'à cette époque-là, ils économisaient vachement sur la matière. Et ça veut dire quoi, que ça s'affaisse? Et du coup, ça s'affaissait, ouais, vachement. Non, ça veut dire qu'un bois doit être dimensionné par rapport à la portance. Et qu'à une époque, surtout à l'après-guerre, je reprends ce qu'il dit Pado, ils ont choisi des matériaux, la tuile était baissée en cuisson, donc c'était le début de l'obsolescence. Donc au lieu de mettre des sections de bois qui étaient dimensionnées comme faisaient les anciens, ils ont économisé sur la construction dans le but que c'était moins durable. Ils avaient une version moins durable. Ok. Et dis-moi Pado, parce que je sais que Nono il forme sur beaucoup de choses, et là je te vois sur des enduits. Toi, à la base, Nono, tu es de formation de charpentier. C'est la charpente qui t'a appris ou il t'a appris un peu l'ensemble? Avec Noël, ouais, c'était un peu l'ensemble, on va dire. Ça a été, voilà, mais la maçonnerie principalement, la charpente un peu avec son frère aussi, non, c'est Nono qui m'a donné le goût à la maçonnerie. Mais surtout que tous les confrères, juste pour rappeler un peu la confrérie, c'est que tous les confrères ont choisi, au fur et à mesure, ils ont appris un peu tous les corps de métier, mais ont choisi leur spécialité. Et là, je vous présente quand même, pour moi, je suis très fier de le dire, que Pado, il est arrivé à un niveau d'excellence au niveau des enduits, parce que c'est vraiment son aptitude. Il a vraiment, de toute façon, quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Si on le fait avec amour, on le sublime. Bon, au cas où je mettrai ton adresse en description, si dans l'Auragais des gens veulent faire appel à toi, si t'as du temps, Pado. Ouais, pas de souci. Peut-être qu'on l'aura en formation avec nous. Ah, tu balances un truc comme ça, ceux qui n'ont pas vu les lives. Attends. Ah, punaise, il balance. Je dis juste que, franchement, je comprends la frustration de tout le monde, mais le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de vous permettre de venir en formation chez nous pour accéder à ce savoir-faire et à ces techniques. Et sur un lieu, toi, ça te saoulait sur une chose, t'as dit je veux pas qu'on monte un mur et qu'on le casse le soir même pour les prochains. Ben, c'est simple, on a trouvé un lieu à la dimension. Pour les 10 prochaines années, on ne défera rien du tout et vous serez accueillis dans un endroit où tout sera laissé, tout ce qui sera fait. T'en dis beaucoup, Nono, hein, mais je note quand même. Mais... Pado, je reviens juste sur tout ce qui est fabrication. Toi, alors, apparemment, donc sur les enduits, tu déchires. C'est quoi les trucs que t'aimes pas? Parce que ça peut rassurer aussi les gens. Est-ce qu'il y a des trucs que soit tu délègues, soit pour toi, c'est vraiment une tare, quoi? En enduit, tu veux dire? Non, en général. Ouais, parce que là, on est parti d'une boîte, on peut dire quand même, une boîte vide. Ouais, après, moi, dans le bâtiment, il n'y a rien qui m'effraie ou il n'y a rien que j'aime pas. Après, c'est juste que à certains moments, voilà, moi, je me concentre sur ce qui est ma spécialité. Et à certains moments, par contre, ça me fait plaisir des fois de monter sur le toit. C'est toujours une autre perspective, faire un peu de couverture, un peu de charpente. parce que faire des enduits... C'est toujours agréable de changer un peu de perspective, quoi. Et moi, Donc tu peux sortir quand même du cadre, on va dire, où tu maîtrises le mieux. Carrément, ouais, ça me fait toujours. L'avantage de la confrérie, c'est que on a une base de données qui est polyvalente. Et donc, vu qu'on est en interaction tous, eh bien, les corps de métier, tout le monde les a pratiqués, mais a eu le choix de choisir vraiment ce qui était la chose qu'il voulait vraiment amener à un niveau de maîtrise. Voilà. En parlant de ça, ils sont en train de faire des stucs. Voilà, donc Pado, dis-moi, Pado, dis-nous ce que vous êtes en train de faire. Regarde, ensemble, le maître, il est fier. Mais non, mais je suis fier, oui, je suis fier. Oui, je suis fier. Parce que quand je connais Pierrot depuis sa naissance, j'étais là le jour de sa naissance. Rien que ça. Voilà. Et je l'ai vu arriver, il était il n'était pas adapté au monde moderne. Il faisait partie des enfants qui étaient dyslexiques, dysphasiques. Et toute cette génération d'enfants qui a été discriminée
par notre monde, parce qu'il n'y avait que l'écriture qui était importante. Alors là, je pense, Nono, que tu parles du monde ancien, parce que le monde réellement moderne Alors, maintenant, le monde a évolué. c'est les maîtres maintenant, les on personnes. parle aujourd'hui d'il y a 25-30 ans, où quand on était à l'école, tous les métiers manuels étaient tellement dévalués que c'était des enfants qu'on appelait en échec scolaire ou incompatibles avec le système éducatif qu'on a aujourd'hui. Alors attends, je montre l'échec scolaire. Vas-y, Nono, Voilà. continue. Donc pour dire que cette génération, dont je fais partie aussi, se sont fédérés pour pratiquer le métier et exceller dans leur domaine. Et je peux vous dire aujourd'hui que le monde a bien changé depuis 25 ans et que avant d'arriver à un niveau de maîtrise, parce qu'on ne parle plus de une année, 10 années, on parle de 20 années de travail et de maîtrise de la matière. Tu nous montres le mélange, c'est quoi alors l'enduit? Donc là, on est sur un mélange de base pour le stuc, première passe, donc ce qu'on a vu tout à l'heure là. Un mélange avec poudre de marbre, chaud en poudre et chaud en pâte. Ah oui, la chaud en pâte, elle est là. La chaud en pâte, elle est là. Ok. Parce que voilà, je suis juste en quantité de chaud en pâte. Donc je vais mélanger un peu les deux, chaud en poudre, chaud hydraté et chaud en pâte. C'est quoi les proportions à peu près? Alors là, pour la première passe, on est à 2 pour 1. 2 de poudre de marbre, pardon, et 1 de chaud. Ça, c'est poudre de marbre ici. Ça, c'est poudre de marbre. Donc là, on a 2 poudres de marbre différentes. Là, en proportion, on a 2 tiers de poudre de marbre 350 microns et la fine 0,1. Voilà. Toujours mélanger les différentes Poussière. granulométries, comme disait Nono. Voilà, Martinat. ouais. Donc on va commencer notre mélange par l'eau. Voilà. Combien d'eau là à peu près? Là, on va partir avec 5-6 litres pour commencer. Okay. Et puis on rajustera au fur et à mesure. L'eau, le pigment. Pigment, terre de sienne. Là, on est... Ouais. Alors là, il y a 3 pigments différents sur ce mélange. Terre de sienne, ocre jaune et ombre naturelle. Donc 100% naturel comme pigment. Ouais, là, c'est que des ocres. Ça, c'est l'ocre jaune. T'as jamais la même pigmentation à 100%. Bah non, déjà, les enduits à la chaux, rien que par rapport au temps de séchage que tu vas avoir des couleurs différentes entre un enduit qui a séché à 30 degrés en quelques heures et un enduit qui a séché en hiver à 10 degrés. Tu vas avoir des teintes différentes, quoi. Donc, tu fais jamais 2 fois les mêmes enduits, quoi, ça c'est clair. Ouais, parce que si, imaginons, un client t'appelle, ah j'ai vu ça chez un ami, je veux la même. Ouais, bah tu peux te rapprocher toujours, hein, ça va. J'essaye de noter quand même à chaque fois mes mélanges, mais bon, ouais, tu peux jamais faire exactement 2 fois le même enduit, c'est clair. C'est excellent tes petites dosettes. Ouais, ça c'est un truc tout con que tu peux trouver chez, je sais pas si tu peux le dire là, mais c'est Ikea. C'est vrai? Bon, bah, tu peux. Écoute, pour une fois qu'ils font quelque chose de cuisine. L'ombre naturelle, ça permet, ouais, voilà, c'est un pigment que j'utilise souvent. Pas à grosse dose, mais ça donne... Ça assombrit ça, grave. ouais, ça donne du corps à la couleur, quoi, on va dire ça. Parce que là on voit sombre, mais c'est vrai qu'avec la chaux et tout, comme tu dis, quand ça va s'éclaircir, ça n'a rien à voir. Faut savoir se projeter quand même. Hein, Ouais. Ouais, bon après une fois qu'on a l'habitude, on l'a un peu dans la tête, donc on sait un peu où on va, mais au début... Et là c'est quoi ça? Et alors là je mets, on va dire une bonne cuillère à soupe de savon noir. Alors ça va aider à diluer un peu le pigment. Et ça plastifie un peu le mélange. Voilà, c'est le seul adjuvant que je vais utiliser moi. Il y a plein d'adjuvants possibles pour faire des rétenteurs d'eau. On peut mettre de la méthylcellulose, on peut mettre plein de choses. Voilà, chacun a ses petites recettes. Là, je vais juste mettre du savon noir. C'est ce qui fait la touche un peu genre comme un boulanger, chacun a le petit. Voilà, ouais, ces petits trucs. Les bases sont les mêmes, mais après il y a le... Ouais. Alors, je vais continuer avec la chaux.
Donc là, j'ai à peu près 10 litres de chaud en pâte. Là, c'est de l'eau de chaud, là, que tu mets. Ça, c'est l'eau de chaud. Je vais pas la jeter, hein, je l'utilise. Jamais, ouais, tu l'as jamais. Non. Hop, attention les yeux. Ouais. Tu pourrais faire le mélange sans de la chaux en pâte? On pourrait aussi faire le mélange sans la chaux en pâte. La chaux en pâte, c'est quand même... Alors, c'est plus onéreux, mais ça a un pouvoir... ça va être plus dur quoi, comme mélange. À la fin, elle a quand même... Elle a un pouvoir plastique aussi qui est vachement plus... agréable et ça a beaucoup de qualité. Enfin, ouais, voilà, c'est plus qualitatif quoi. C'est chaud en pâte, c'est une chaux qui est éteinte, chaux vive éteinte et qui est donc noyée et qui a au minimum 6 mois de repos. Donc nous déjà notre mélange on va le laisser reposer au minimum 24 heures avant de l'étaler sur le mur quoi. Donc ça c'est toujours bien de la laisser reposer un peu gonfler la chaux en pâte, elle a une meilleure plasticité. La chaux, en général, la chaux aérienne, quoi. Voilà. Après, je mets ma chaux en poudre. Pas me tromper, mais c'est ça. Chaux aérienne? Chaux aérienne, hydratée en poudre. Et je vais commencer par mélanger ma chaux et mes pigments. Alors là, tu vas mettre la poudre de marbre, et si je dis pas de bêtises, Nono nous disait que c'était un déchet de l'industrie, ça? Ouais, a priori, ouais, je pense que ça l'est encore, mais enfin, en tout cas, ça l'était à la base. C'est un déchet de l'industrie, hein, c'est les chutes des marbriers quand ils qui sont broyés. Voilà. Et on continue au fur et à mesure. Hop. Là, tu remets... Je remets poudre de, ah non, poudre de marbre. Ah, poudre de marbre, ok. Ça, c'est la poudre de marbre, la fine. Ah oui. Donc 10 litres. Deux marbres pour un chaud. Et je présume en plus un truc qu'on regarde jamais sur des peintures, on va dire, qu'on pourrait acheter dans le commerce de base. Il y a presque tout est de France dans ce que tu as. Ouais. Carrément, hein, la chaux, ça vient du Périgord. La poudre de marbre, ça vient des Pyrénées. Voilà, et les pigments, ça vient de Provence. Provence? Ouais. Punaise, c'est... Ouais, et je rappelle que nous on est dans le sud-ouest, donc c'est quand même beaucoup plus proche. Ouais, on est pas mal en local. Pado, là on a montré le mélange pour la première passe, mais tu parlais tout à l'heure d'une deuxième passe, c'est quoi la différence? Alors deuxième passe, je vais utiliser uniquement la fine. De la poudre de marbre fine. La poussière de marbre fine. La poussière, ouais. 0,1 là, voilà, celle qui est là. C'est juste la différence. C'est juste la différence, on va être à 1,5 ou 2 pour 1 aussi. Donc on est vraiment sur la phase de pose, donc comme Pado était là, on est en train de poser la première couche. Donc on utilise des plâtroirs en inox, donc il y a les petits et il y a la taille au-dessus. Donc on travaille pour la finition, ça je vous donne vraiment un conseil, travailler avec des outils en inox, parce que tous les autres rouillent. Donc la rouille, ça fonctionne pas bien. Donc oui, c'est un achat à long terme que tu... En sachant que c'est un tout petit peu plus cher à l'achat, mais ça dure à vie. C'est des outils qu'on utilise à vie. Il y a un angle à avoir en particulier? Alors on est sur un angle, je sais pas... Allez, presque, j'aurais dit 30 degrés, mais c'est vrai qu'on le fait instinctivement, parce qu'en fait, regarde, si maintenant on écrase trop,
ça va pas, ça colle à l'outil. Et on a des petites veines. Donc l'idée, c'est de trouver le bon angle, qui, je dirais, c'est pas un angle exact, mais c'est un angle qui nous permet de laisser. Parce que si on est trop à plat, On entend le bruit, ça gratte. voilà, ce qu'on voit, c'est que ça sort. Alors ce qu'on entend derrière, c'est l'accroche mécanique qui a été fait, qui a été ajoutée. Donc Pado, il a ajouté du sable. Alors ici, il y a un petit creux, je le sens. Allez, c'est parti. Donc là, j'utilise une truelle carrée encore pour vraiment venir dans mon arête. Aller chercher l'arête. Donc là, pour le moment, je pose de la matière et après, je vais prendre le platoir, le gros platoir, et je vais rééquilibrer pour qu'on ait la bonne épaisseur. En sachant que sur des petits espaces comme ça qui sont confinés, eh bien, c'est pas si simple que sur les grandes surfaces. Voilà. Alors dis-moi, Pado, je vois là sur ce que tu es en train d'étaler, il y a pas mal de traces. C'est quelque chose que tu corriges à quelle période, à quelle étape? Ben là, l'étape suivante que je suis en train de faire, Ouais. c'est-à-dire que je viens d'étaler mon panneau. Le but dans la première passe, là, dans le premier passage, c'est d'étaler, avoir une couche homogène partout, donc entre 2 et 3 mm. D'accord. Et une fois, donc, et pas trop se prendre la tête sur les traces d'outils. Ça sert à rien, quand la matière est fraîche, on fait des traces d'outils de toute façon. Et donc là, une fois que la matière a pris un peu, on vient avec un platoir touché pour effacer les traces. D'accord. Et resserrer la matière. Donc là, Pado, on est sur la seconde passe. Voilà, on est sur la seconde passe, donc on est en train de recouvrir la passe qu'on a faite ce matin. Là, il y a déjà plus d'imperfections ou tu as tout rattrapé Voilà, moi j'ai fini d'écraser tout à l'heure les dernières imperfections. J'ai serré déjà ma première passe, sans trop la ferrer non plus, parce que sinon il n'y a plus d'accroche pour la deuxième. Ah, excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles ferrer? C'est vraiment écraser? Ferrer, ça vient du fer, donc c'est vraiment l'écraser, un point de séchage qui vient fermer le support et qui pourrait empêcher la deuxième passe d'accrocher. Et au contraire, s'il est trop fermé, l'eau ne peut même plus, elle glisse, elle rentre plus. C'est un peu ça le. Ouais, il y a moyen, hein, voilà, avec ce genre d'enduit, par superposition des couches, en le ferrant à la fin, d'avoir des enduits quasiment étanches. Alors pour avoir quelque chose de plus étanche, ça va être plus des types d'enduits comme le Tadlac. On va avoir vraiment l'étanchéité. C'est pas tout à fait le même procédé. Ouais, Nono avait expliqué qu'on mettait ça plutôt dans les salles de bain et tout, parce que là, il y a carrément l'eau qui rentre plus dans le Tadlac. Voilà. Mais c'est plus en comprimant la matière. On va mettre des couches plus épaisses avec le Tadlac. Et on vient comprimer la matière avec le galet. Et à la fin, on vient nourrir avec le savon noir à frais, ce qui amène l'imperméabilité de l'enduit. Et par rapport à la première fois où tu as fait une passe et deux, est-ce que là tu fais une deuxième passe? Est-ce que tu remets une deuxième couche ou là c'est la dernière que tu mets? Donc là, pareil, non, on va rester sur juste sur un type Marmorino simple en 2 passes. Voilà, parce que ça me va bien comme ça. Marmorino, excuse-moi pour vraiment, parce que tu sais, on a vraiment pas Stuc Marmorino, c'est des dérivés, après c'est des techniques similaires, quoi. Ok. Si on dit Marmorino, Stuc Marmorino, c'est voilà, le Marmorino, c'est un genre de stuc. Et alors je monte de l'autre côté, ça c'est parce que ça t'as fait ça hier. Ouais. Quand ça a séché, ça fait ça. Et alors c'est un effet, j'ai entendu ce matin, marbré, tu disais. Ouais, effet marbré, le moirage, on peut appeler ça aussi. Et là ça va encore un petit peu éclaircir par rapport Ça à va s'éclaircir et ça va s'homogénéiser un peu dans la teinte. Ok. Après, il y a encore une étape ou deux après ce que je suis en train de faire là. Donc là, je passe vraiment une couche très fine, quasiment à zéro. Ce que je viens faire, c'est vraiment boucher le port de la première passe qu'on a faite. Ouais. Donc je pose
je racle et je resserre. Il y a un sens horizontal, vertical. Pareil, on croise toujours. Vertical, horizontal. Et tu vois, on entend un truc par rapport à ce que tu as fait ce matin, ça fait moins de bruit quand tu l'étales, ça glisse déjà mieux. Ça glisse, ouais. Voilà. Et après, je reviendrai, une fois que j'ai fini d'étaler mon panneau, je repasse avec une spatule qui sera plus souple pour venir le ferrer, là justement, vu que c'est la dernière passe. Je reviendrai le ferrer à la fin de mon panneau. Je referai un deuxième passage. Et alors, petite question sur le dessus et surtout sur le côté. Je voyais que ça faisait alors je montre aux gens, ça faisait des petits pâtés. Tu peux nous dire, tu me disais, tu utilisais un outil en plastique après pour gratter sur le surplus? Oui. Alors là, typiquement dans les angles, par exemple, on avait un panneau qui avait été fait hier. Et on a remis de la matière aujourd'hui sur l'autre face. Et du coup, on se retrouve avec des petites bavures. Et là, le truc, c'est d'attendre un petit peu, pas le faire à frais parce que sinon on étale. Mais dès qu'il a pris un peu, on vient avec une petite spatule, un petit lèche-plat en plastique pour retirer les bavures tout doucement en plastique parce que sinon, évidemment, on va rayer ce qui avait été fait hier. Alors, une petite astuce pour les angles intérieurs. C'est une bouteille en plastique d'eau gazeuse. Voilà, un petit morceau du goulot qu'on vient découper. On ponce un peu les bords pour adoucir. Et on le replie. Et avec le doigt, on fait une pression. Et on vient lisser la bavure pour avoir un angle propre. Voilà. Après, il existe aussi des truelles d'angle. Mais voilà, petite astuce pas chère. Hop. Oui, comme ça écrase bien. Voilà. Coco, un petit conseil à te donner quand même, de toujours nettoyer l'arrière de ton outil. Alors l'exemple type, c'est tout ce qui est de l'autre côté. Et le problème, c'est que quand on met ça à des passes propres, on laisse des bourrelets. Et là, à mon avis, ta passe, elle est un peu épaisse. Tu dois réduire la passe. Tu dois réduire un tout petit peu. Parce que là, tu n'es pas loin de 5 mm et c'est trop épais. Il faut rester vraiment... Le secret des enduits, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de respecter les épaisseurs. Parce que sinon, ce qu'on n'a pas géré avant ressort après. Nono, Ouais. on fait quoi là? Alors, on est en train de préparer le fameux correcteur thermique, l'enduit chanvre, qui permet vraiment, sur les anciens bâtiments, de corriger le ressenti du côté austère, la pierre, le placo, toutes les matières qui sont froides. Et là, on va faire un enduit chanvre. Intérieur. Intérieur, bien sûr, parce que ce n'est pas des enduits qu'on utilise à l'extérieur. L'important, c'est vraiment qu'on va utiliser beaucoup de chaud pour ressentir un effet chaleureux. J'allais te dire, ça ressemble beaucoup, et là je renvoie aux personnes sur le mur extérieur qu'on a fait chez moi, la base est la même. Alors, c'est un process qui est proche, donc on est proche, mais cette fois-ci, on est vraiment sur un correcteur thermique. Donc, au lieu d'isoler, parce que la dernière fois chez Brian, on était sur l'effet de isoler la maison des intempéries et on s'est rapproché des maisons passives. Mais là, par contre, on est sur quelque chose pour corriger le ressenti intérieur des maisons. Donc, la plupart des personnes qui ont une maison ancienne, ils peuvent constater que les murs en pierre, eh bien, ils sont froids. Et on a beau les chauffer, ils restent froids. Donc là, je vais vous montrer le fameux enduit chanvre, le correcteur thermique. Donc c'est quelque chose, c'est encore une fois, je reviens à la cuisine, on va préparer un mélange et on va le laisser reposer pendant 48 heures pour que vraiment toutes les matières puissent fusionner. On est dans quelque chose, c'est comme le levain. Donc on a besoin que la matière puisse, que tous les éléments puissent se reposer et permettre de fusionner ensemble pour avoir quelque chose qui permet d'isoler les maisons et surtout d'avoir un ressenti chaleureux. Et en plus, on n'est pas sur un effet de doublage. Donc je rappelle à tout le monde, le doublage c'est l'obsolescence. Aujourd'hui, si vous allez à la banque, le banquier va vous dire, mais écoutez, le taux d'usure de votre maison vous permet... donc ils ont cautionné l'époque actuelle, fait qu'ils ont considéré qu'une maison dure 40 ans.
Là, je vous propose de vous montrer un enduit qui va corriger le ressenti de la maison à vite aeternam. Et en plus, on est vraiment dans le cadre du développement durable, donc on n'utilise que des matériaux qui sont les déchets de l'industrie. Donc la chaux, excuse-moi, la chaux par exemple. À part la chaux, mais je parle bien, ce qu'on pourrait voir là-bas, la brique pilée et le chanvre, sont vraiment des résidus qui arrivent en fin d'industrie et qui permettent aujourd'hui de créer vraiment un enduit qui permet d'interagir. Donc il est correcteur thermique, mais il est thermique dynamique. Donc on revient sur le four à pain, on donne des calories, il nous rend des calories. Voilà. Donc là, viens voir Brian. Alors juste Nono, je t'arrête sur un truc parce que moi il y a un truc qui m'a fait tilter, tu m'as dit faut qu'on en parle, donc je te lance là-dessus. On avait utilisé un malaxeur pour l'extérieur et je vois derrière une simple bétonnière, c'est voulu ou c'est pas le choix pour le torchis ou pour le béton de chanvre ou le terme, il a plein de... On est dans le principe de dynamiser une matière et on a besoin, vu qu'on n'est pas sur une matière liquide, on a besoin que les pales dynamisent notre matière. On est sur le principe du pétrin. Là, on est sur un principe où on va mélanger une matière qui est liquide et on va la laisser reposer et la fibre de chanvre va charger une partie de l'hydrométrie. Donc on va faire une matière liquide et d'ici 48 heures, le jour où on vous le montrera à la pause, parce qu'on a prévu de vous montrer le mélange et la pause, on verra bien que cette matière, elle va devenir beaucoup plus crémeuse. Donc on est sur un effet de crémeux, quelque chose qui colle sur tous les supports et qui permet de régler beaucoup de problèmes. Donc elle est hydrorégulateur, elle est correcteur thermique et elle est thermique dynamique. Alors je sais, c'est du charabia tout ça. Non, mais ça un jour on rentrera plus dans le détail là-dessus. C'est vraiment pour moi, faites-moi confiance, c'est la solution qui permet vraiment de soigner les bâtiments. On n'en est carrément pas à juste couvrir avec un doublage et 30 ans après on est face au même problème. Là on a une solution durable, on a une solution qui est économique, parce qu'en réalité le mélange en lui-même ne vaut pas beaucoup d'argent. C'est un peu ce qu'on a vu avec Pado par rapport au stucco, par rapport aux enduits à la terre et tout. La matière première, en réalité, c'est 10 à 15%. Le reste, c'est de la main-d'œuvre. Donc si vous voulez vraiment économiser sur votre chantier et avoir des performances thermiques et surtout rester dans le naturel, voilà, je vous propose de vous montrer. Allez Nono, merci pour cette précision. Donc là, le mélange d'aujourd'hui, on part sur une bétonnière classique qu'on peut trouver un peu partout dans le commerce. Et l'idée, c'est qu'on va mélanger du chanvre, un agent pouzzolanique ou de la brique pilée et de la chaux aérienne. Tu peux nous donner un peu les proportions? Les gens sont friands de ça. Donc là, on part sur un quart de ballot de chanvre. Donc le ballot de chanvre, la chaîne vote de chanvre qu'on voit là-bas, là. Hop, alors attends. C'est des ballots de 200 litres. Ok. Pour une cuve de bétonnière classique, on va diviser en 4. Donc on va travailler sur un quart de ballot, donc sur 50 litres. Donc pour 50 litres de chanvre, on va amener à peu près, je dirais 40 litres de chaux aérienne et on va amener 12 litres d'agent pouzzolanique. Donc l'agent pouzzolanique, je répète, ça permet de créer la carbonatation. On en parle beaucoup, j'ai vu des reportages sur le Courrier international, tout le monde parle de la pouzzolane, de la réaction pouzzolanique. Pourquoi le béton romain durait si longtemps aussi, Raphaël? Voilà, donc ils viennent de réaliser aujourd'hui, on a des gens qui réfléchissent, voilà, ils viennent de réaliser que les Romains avaient créé un mélange qui était extrêmement durable. Non, ça ils le savaient, c'est pourquoi? Alors non, ce qu'ils ne savaient pas, c'était comment. Comment, pardon. Donc aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'on doit mélanger pour obtenir quelque chose qui va durer dans le temps. Mais quand je dis ad vitam aeternam, tant que les bâtiments seront protégés, on a l'exemple, les Romains, 2500 ans, les bâtiments sont toujours là. Et on vient juste de découvrir comment ils avaient fait. Donc là, je vous propose de rentrer dans l'intimité des Romains. Les Romains avaient compris qu'en mélangeant un agent pouzzolanique ou de la brique pilée, donc là, je vous remontre. Nono, alors, je suis désolé pour ceux qui sont très fans de Nono et qui le savent déjà, mais une piqûre de rappel ou pour les nouvelles personnes. Pourquoi, alors que c'est le même agent pouzzolanique, pourquoi il y a plusieurs granulométries? Alors, l'important, les Romains le savaient, quand on crée un mélange ou le béton romain, l'important, c'est d'avoir beaucoup de granulométries différentes.
si on avait une granulométrie stable, on aurait quelque chose qui ne durera pas dans le temps. Donc l'important, c'est de mélanger, encore une fois, plusieurs granulométries. Donc je répète, celle-là, elle va de 1 à 3 mm, donc on est sur une structure assez fine, et celle-là va de 3 à 6 mm. Merci pour la précision, Nono. Voilà. Excuse-moi, donc ça, à Jean Pouzzolani, tu en étais là. Donc on va préparer un mélange. L'idée, c'est que on va le mélanger, on va le mettre dans les poubelles qui sont là, et on va le laisser maturer. Donc c'est un enduit qui a besoin de se reposer pour vraiment être performant. Si maintenant vous faites votre enduit chanvre chez vous, vous mélangez et vous le posez tout de suite, vous allez avoir un problème de structure. Je vais vous montrer, donc là on a un mélange 50 litres, donc ça c'est une poubelle de 30 litres, plus 2 fois 10 litres, 50 litres de chènevotte de chanvre. On a à peu près 40 à 40... 25 kilos à peu près de chaud. Non, ouais, 25 kilos, mais on parle en litres. Ah, pardon. Donc parce qu'on est comme en cuisine, on est sur un volume de litres et pas de kilos. Tu vois, Bon, ça dépend des personnes. Donc là, on va mélanger tout ça et on va couler la matière dans la poubelle et on va la laisser reposer parce qu'en plus, on peut la garder pendant des années. Donc tant qu'on ne la met pas en œuvre, elle ne séchera pas. Je te regarde, Nono, ou tu veux de l'aide? Ben écoute, je vais allumer la bétonnière, ça va être compliqué pour le son, mais... Allez, on est parti. On va d'abord, l'idée, c'est de mettre d'abord l'eau, après la chaux, et après on va incorporer le chanvre et la brique pilée, parce que si on commence dans le mauvais ordre, c'est un peu comme la sauce béarnaise ou les autres, il y a un ordre, ou la sauce salade. Tu me remercieras pour le gros plan, Nono, mais fallait le dire, merci. Nono, on est dans la salle de bain parce que maintenant qu'on a fait, que tu nous as montré comment on préparait l'enduit chanvre pour l'intérieur, on montrera dans une prochaine vidéo comment on l'applique, mais tu veux montrer un petit peu ce que ça représente. Voilà, donc je fais un petit récap. On est sur un double volet sur les enduits intérieurs pour essayer de vous montrer un peu une palette de finition entre le stuc qu'on a vu là. Donc là, on est dans la salle de bain. Je ne sais pas si on l'a dit, mais là, on est chez ton apprenti Pado. Mais voilà, donc je voudrais quand même dire à tout le monde que les vidéos, ce qui est filmé, les deux volets et tout ça, on est vraiment dans le cadre privé. On n'est pas... Voilà, donc on est vraiment dans le cadre. Ici, on est dans la maison de Pado. Et l'autre chantier qui va être sur le deuxième volet est aussi dans le cadre privé. En l'occurrence, c'est chez moi. Voilà. Mais on ne dira pas où. Donc, je répète vraiment, on est vraiment dans le cadre privé et on vous montre à travers nos travaux chez nous tout ce qui est réalisable, en tout cas une partie de palette réalisable. On dit souvent c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Alors ça, on essaie d'inverser la tendance parce qu'à partir d'un moment, c'est quand même bien, avec toutes les réalisations et les années de réalisation, en tout cas, on se permet de mettre dans nos maisons toutes les plus belles techniques qu'on a mis en œuvre les dernières années. Et c'est quand même un peu logique que les cordonniers ne soient plus les plus mal chaussés. La Rolls-Royce. Voilà. Donc là, on est dans la salle de bain. On peut voir ici qu'on a un bac de douche à italienne. Le sol a été fait avec de la vraie ardoise. Donc là, il est un peu sali et tout ça. Donc on est vraiment sur quelque chose de très tendu.
On voit bien l'ardoise, c'est de l'ardoise qui vient du pays ici. C'est l'ardoise de Dournes là-haut. Non, j'ai de la chaux partout chez moi. Comment on enlève la chaux avant qu'on parte? Alors, pour équilibrer et neutraliser de la chaux, on utilise le principe de l'acide base. Donc, pour neutraliser une base, on utilise un acide. Donc, ça veut dire vinaigre, citron, vinaigre d'alcool. Donc, si vous voulez nettoyer toutes les surfaces et pouvoir enlever la laitance qu'on voit ici, eh bien, c'est important d'utiliser ça. Là, on a prévu. Pas d'eau à prévu. Ici, on va être sur un stuc sur toutes les parties. Donc là, on a bien sûr notre préparation de sous-couche avec une primaire acrylique et de la poussière de marbre. Et sur cette partie, là, vous pouvez voir ici le dessin. Donc toute cette zone va être prévue en tas de lac ou tas de lactes. Voilà, donc c'est les enduits à base de chaux qui sont imperméables à l'eau. Par contre, c'est des enduits qui ont besoin d'être soignés. Donc il y a un entretien, on n'utilise pas de produits chimiques et d'autres pour le nettoyage, sinon ça agresse la chaux et ça doit être entretenu avec du savon noir ou de l'huile de lin. Donc là on peut voir, on est sur le correcteur thermique, ce fameux enduit chambre là, et par rapport à ce qu'on voit là-haut, donc là-haut il est fini et il restera comme ça. Ce qu'on voit en dessous, on voit bien que la granulométrie est beaucoup plus grosse parce que pour permettre vraiment qu'on n'ait pas de problème d'infiltration d'eau sur les supports, on va poser une sous-couche, un corps d'enduit à la chaux hydraulique avant de poser le tas de lacte. Donc vous allez voir, là pour le moment on vous présente, mais la semaine prochaine, si on a vraiment le temps, on vous montrera comment on réalise un tas de lacte. Ou dans un prochain épisode. Mais je pense qu'on on le verra bien. Donc là, on a prévu ici, il y a un traitement de support qu'on va vous montrer avant de pouvoir poser notre tas de lacte. Et la même chose, avant de pouvoir poser le tas de lacte, on va être obligé de préparer une sous-couche, un corps d'enduit qui va nous permettre de passer de la chaux aérienne à un élément plus hydraulique. Comprenez bien, ici, il y a 5 cm d'enduit chanvre qui permet de faire le correcteur thermique. Donc je peux vous dire, on est dans la maison, ici il y a presque 100 mètres carrés, il fait extrêmement bon, et, voilà, et il s'est chauffé avec 2 petits radiateurs, et on a déjà à peu près une vingtaine de degrés dans la pièce. Donc c'est un bâtiment qui est extrêmement performant, et notre ressenti, le ressenti dans la maison, Brian pourrait témoigner, même Coco qui est là, on est vraiment sur quelque chose de chaleureux. Et en plus il n'a pas chauffé aujourd'hui, t'as vu? Ben, il chauffe parce qu'en fait, pour accélérer la carbonatation, vu qu'on est en plein hiver et qu'il y a de la neige dehors, pour permettre que les enduits sèchent dans une durée à peu près raisonnable, il a chauffé pour accélérer le processus de carbonatation. Oh, ok, bonne technique encore. Ben, c'est comme ça, mais c'est surtout en appui. Après, il y a un autre truc que vous devez comprendre, les enduits à la chaux aérienne sèchent au gaz carbonique. Donc, plus il y a de respiration, plus on produit de gaz carbonique, plus on accélère la carbonatation. Nono, tu peux nous faire un petit laïus parce qu'on en parlait. On était à 2 doigts de mettre une bâche parce qu'il commence à faire froid. On m'avait dit qu'il fallait quand même pas essayer de trop jouer avec la chaux quand il gèle. Alors, non, c'est pas ça. C'est que la chaux, en dessous de 10 degrés, elle arrête son processus de carbonatation. Donc, la chaux, elle va pas se déstructurer. Si, en dessous de moins 5, moins 6, le problème, c'est qu'on va avoir une déstructuration parce qu'il y a de l'eau dedans qui va faire éclater l'enduit. Et donc, on va se retrouver, les molécules d'eau qui sont dans l'enduit, va le faire gonfler et va déstructurer l'enduit. Donc, un enduit qui a gelé, vous pouvez peut-être le voir, vous allez voir, il va se déstructurer, il va se déliter. Donc, il va perdre sa structure et il va s'éroder. Voilà, donc on évite de faire les enduits en dessous de 10 degrés. Mais vu que là, on est à l'intérieur, on a chauffé, donc on peut se permettre même de faire des enduits en plein hiver. Je montre bien aux gens la différence. Hein. Là, on voit voilà, mais on peut le voir. Viens, on va tourner un peu. Allez, on va aller voir. On en profite. On refait un tour. C'est bien parce que là, on est plus quand même dans la technique. Tout à l'heure, on montrait un peu tout. Donc là, on revient sur le couloir. Donc on est en plein. Ça, c'est un stuc. Stuc, entre le stuc et le marmorino. Il en a parlé. Donc un stuc, c'est vraiment poussière de marbre, chaud en pâte. Et un pigment. Donc là, il a utilisé de la terre de Sienne qu'il a ajouté au mélange. Donc on est sur un teintement dans la masse qui n'a rien à voir avec le badigeon à fresco que j'avais montré la dernière fois.
On remontrera. Là, vous pouvez voir un peu les traits d'outils, les côtés du ferrage. Donc ce qu'on voit, c'est les traces d'outils qui sont en fait un effet de ferrage, un effet de serrage de la matière. Donc là, c'est pas encore sec et c'est en train de sécher, mais on est vraiment sur des enduits. Viens voir, Brian, touche un peu. C'est comme la peau de bébé. Voilà. On est vraiment sur des enduits extrêmement fins. Je voudrais rassurer les gens. Les enduits à la chaux, on peut partir de l'extrêmement granuleux jusqu'à des enduits qui sont au même niveau que la peau humaine. Expliquons aussi pourquoi c'est pas dans l'envie de faire un maximum de, même si on a envie d'en partager, tu disais, c'est qu'il y a tellement d'étapes, faut attendre par rapport à quand on rajoute de la chimie, c'est très, moi je le dis parce que je connaissais pas cette notion d'être patient. Alors c'est sûr, écoutez, le monde, je vais vous donner encore une parallèle, le vite a incombé d'accélérer le processus parce que les gens voulaient leur maison mais n'étaient pas prêts à attendre le temps nécessaire pour avoir. Donc les industriels se sont engouffrés et ont créé des produits qui sèchent très très vite, qui sont adjuvantés avec beaucoup de pétrochimie dedans parce que les gens ils ont à peine construit la maison qu'ils veulent vivre dedans. Ils n'ont même pas le temps de la laisser sécher. Tous les enduits que vous voyez ici, c'est des recettes qui ont été faites nous-mêmes. Je vous donne un exemple pour un couloir comme celui-là. Si vous allez chez le magasin de matériaux, il va vous vendre des seaux prêts à l'emploi qui vont tourner autour de 150 € le seau. Pour combien de mètres carrés? Pour la même quantité qu'ici, il faudrait au moins 2 seaux. Et on n'a pas de pétrochimie. Par contre, ça demande une mise en œuvre avec un certain temps. Mais en plus, tu parles de chimie. Si tu rentres chez toi dès que ça vient d'être posé, les émanations, ça doit pas être terrible aussi. Alors, c'est tous les problèmes des solvants. Donc le monde a évolué, on n'a plus de solvants ou très très peu de solvants chimiques. Le solvant aujourd'hui qui est utilisé dans la plupart des produits, dont les peintures et tout le reste, c'est l'eau. Donc heureusement que les industriels ont évolué et ont enlevé tous les solvants qui étaient vraiment une pollution réelle dans l'habitat. Là on est dans la cuisine, on est sur la même mélange qu'on a vu, donc toute la partie qui est haute, ça sera un stuc, mais on ne va pas le traiter à l'humidité. Par contre, tout le long ici, donc il y aura le plan de travail, il y aura la cuisine, et toute la crédence, toute la zone que vous voyez ici, va être réalisée en tas de lacte. Et oui, parce qu'en fait, il y aura l'évier, il y aura la plaque de cuisson, donc le tas de lacte permet réellement d'imperméabiliser. Donc, en haut, on a un stuc, et en dessous, on aura un tas de lacte, qui est une méthode qui est proche, sauf que le traitement du tas de lac, il se fait au savon noir et au galet. Donc en fait, le tas de lac, si vous voulez une vision, c'est comme si on recréait un marbre. Okay. Donc on est sur quelque chose qui est, quand on voit le côté brillant du marbre poli, on est dans le même esprit. Vous avez derrière moi un enduit qui est un enduit chaud-sable et il y a un apport de terre. Donc ce qui est important, ça veut dire qu'à l'extérieur, dès qu'on est en situation aux intempéries, la terre réagit différemment si elle est à l'extérieur. Par contre, tous les enduits intérieurs, on peut vraiment se permettre de faire des enduits terre, des stucs et tout. Et ce qui est très joli, là, vous pouvez voir, c'est qu'on a vraiment une terre naturelle. Elle est entre le marron, elle tire un tout petit peu sur le vert. Moi, je dirais qu'on est sur une couleur moutarde. Oui. Voilà, donc qui est très joli, avec une granulométrie, venez voir, on est vraiment déjà sur une granulométrie qui est fine, mais on n'est pas au niveau des enduits extrêmement fins comme on a vu les stucs. Donc on peut voir aussi les paillettes de mica qui représentent bien le sable du pays. Comme ça, on va le faire mouiller. Voilà, on voit les petites baillettes. Alors c'est selon la lumière. Ouais, voilà, on peut voir. Donc structurellement, on est vraiment sur des enduits. Là, je vais vous montrer, regardez, on va voir que si maintenant... Ouais. On a mis trop de charge et trop d'eau, on peut avoir des micro-retraits de structure. Et là, ce que vous voyez ici, ça, c'est une boulette de chaux qui a mal été mélangée. Est-ce que c'est rattrapable? Alors, dans le cadre ici, on pourrait très bien, s'il l'avait vu avant, on aurait prélevé la boulette et on aurait remis un peu de matière qui était déjà au même niveau de séchage. Alors là, cet enduit, il n'est pas totalement sec encore. Donc, il continue à tirer. Non, à quel moment on se dit stop? Parce que moi, je le vois avec le montage.
À quel moment tu dis, bon, voilà, c'est bon, il y a un moment entre l'efficacité... Alors, ça veut dire qu'à partir du moment où on n'est pas sur une science exacte, le parfait n'existe pas. Donc le secret des enduits, c'est de donner et de mettre tout en œuvre pour respecter l'humidité, l'épaisseur, le mélangeage. Donc plus vous allez travailler et bien appliquer toutes les méthodes les unes après les autres, c'est ce qui fait la qualité d'un bel enduit. Mais tu as réussi, en 25 ans, Nono, que tu avais ton entreprise, que tu as terminé il n'y a pas longtemps, tu as réussi à tous les clients que tu as rencontrés de leur expliquer qu'ils pourraient rencontrer des petites imperfections comme ça ou... Alors, la plupart des gens, en tout cas mes clients qui sont devenus des amis pour la plupart et tout, savent très bien où on utilise une pétrochimie et on a quelque chose de stérile, mais dès qu'on travaille avec des matériaux naturels, on doit se retrouver et peut-être accepter ce qu'on ne peut pas appeler des défauts, mais peut-être des petites choses qu'on n'a pas pu gérer pleinement. C'est ce qui montre peut-être aussi que voilà, et donc on se montre la beauté. Si maintenant vous aviez une peinture classique que vous aurez, ben, ça serait peut-être tout ça, mais le côté naturel montre aussi des petites imperfections. Regardez, par exemple, je vous montre ici, on est sur l'enduit chanvre de finition, qui est quelque chose d'assez difficile à gérer, et vous pouvez réaliser qu'il y a des petits endroits où on se retrouve avec des petites marques. Donc on voit, là par exemple, on a insisté sur le bord. Là, il y avait une petite boulette, un tel. Donc là, Pado, il est en train de laisser sécher. Viens voir, regarde, il reste encore un peu d'humidité ici. Tu vois quoi? Voilà, regarde, tu vois pas, ça brille. Donc pour le moment, l'enduit, il est encore en train de rendre de l'eau. Il n'est pas totalement sec. Dès que ça sera fini, il va reprendre un voile. Donc il va passer avec un badigeon extrêmement liquide, donc avec très peu de charge, juste pour harmoniser le support. Mais on le fera que quand l'enduit sera stable. Pour pas, ouais, mais de toute façon, sur le double volet, on va vraiment essayer de vous amener en immersion dans ce que c'est la finition. Donc on voit bien l'enduit chambre de finition, on voit les enduits. On voit l'eau là, excuse-moi, on voyait. Voilà, on voit bien. Là, ça veut dire que l'enduit, il est en train de transpirer. Quand il aura fini de transpirer, il sera hydraulique. Allez, on fait ça. Donc pour le moment, il est un peu comme la peau humaine. Il est en train de transpirer, il est en train d'évacuer son excédent d'humidité.